Bonsoir à tous, Ariel Kanievski est ici avec nous, mon frère, mon ami. Lors de l'un des jours les plus compliqués depuis que tout cela a commencé il y a 2 ans et demi. Voyons voir. J'ai regardé ton direct, je t'ai trouvé un peu mou, pas vraiment en mode Kanievski. Il y a quelque chose que je ne sais pas, tu peux te confier ici, tranquillement. Et j'ai effacé des choses, j'ai effacé des choses. Il a effacé des choses, il a effacé des choses. Oui, j'ai effacé. Après que ça a fini d'être mis en ligne. Parce que parfois, ça met du temps à être mis en ligne. Oui, ça prend du temps, oui. YouTube ne te permet pas de modifier tout de suite. Bien sûr, quand c'est diffusé en très bonne qualité, ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Et aujourd'hui, c'est sûr, j'ai vu en HD. Je ne suis pas entré. Je ne suis pas allé à l'émission d'Ariel, pas parce qu'Ariel ne m'a pas invité. C'est parce que je craignais que ma participation à l'émission d'Ariel ait un effet négatif sur sa chaîne, parce qu'ils allaient la censurer. Oui, pas moi. C'est pour ça que je te dis que j'ai dû effacer des choses. Elles sont déjà effacées. Il y a déjà des choses que certaines personnes ne sauront jamais que je les ai dites. Ceux qui étaient là, il y avait 6000 personnes en direct. Ceux qui étaient à présent savent ce que j'ai dit, mais d'autres ne le sauront jamais. Je peux peut-être les dire ici sur cette chaîne déjà censurée plusieurs fois, mais ça ne change rien. Qu'ils nous censurent encore, ça ne change rien. Bien sûr, mais peut-être plus tard, pas au début. J'ai failli aller chez toi pour te consoler, mais le problème c'est que tu es un peu loin pour moi. Mais je serais venu te réconforter un peu, pour te consoler, non? Il est là, je ne sais pas s'il dort maintenant parce qu'il est un peu agité. Bon, il est un peu agité et maintenant on va dire pourquoi. Hezbollah a attaqué le nord d'Israël il y a 4 minutes. Correct. Mais ici, les gens arrivent et ne comprennent pas ce qui se passe. Écoutez, on va commencer parce qu'on s'est mis ici à discuter une conversation entre frères pour que les gens comprennent. On est déjà en direct? On est en direct. On est en direct. Shalom. Shalom à tout le monde, bienvenue. À la salle, dans la salle du dépit. La salle du dépit. Aujourd'hui, ce n'est pas une stratégie militaire, c'est dans la salle du dépit. On va voir un truc. Ce matin, cette personne que nous avons ici à ma droite m'a réveillé. Il me dit, frère, réveille-toi. Tu es en train de perdre la guerre. On va faire exploser Dakil. On va faire exploser Beyrouth. Ça arrive, ça va chauffer, tout ça. Moi, bon, non, tranquille, tout ça. Je l'appelle au téléphone, frère, calme-toi, on va voir ce qui se passe et tout. Non, parce que on y va déjà, on va, moi, je t'appelle. Je ne sais pas où tu es dans le monde, je ne sais pas avec quel fuseau horaire tu vis, tu ne réponds pas au téléphone, parce que sûrement, non, on ne va pas dire où tu es. Mais non, on ne sait pas si c'était le matin, si c'était l'après-midi. Non, on ne le sait pas. Peut-être était-ce la nuit, car certains endroits sur Terre ont 6 mois d'obscurité et 6 mois de lumière. Oui. Bon, moi. Bien sûr, pour te dire que Vivi venait d'annoncer qu'on allait faire exploser Beyrouth. On va faire exploser Beyrouth. Oui. Vers 9h30, plus ou moins. Il a fait l'annonce. La stratégie se réveille. Ariel me dit, je vais faire un live après. Je dis, bon, après toi, j'en ferai un autre, tu vois, un peu plus tard dans l'après-midi pour que les gens se réveillent, parce que la plupart des gens qui nous regardent viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Je dis, d'accord, on fait notre live. L'Iran fait tout capoter. Eh bien, l'Iran, le matin, attaque les États-Unis d'Amérique, attaque des bases américaines dans la région et lance des missiles. Vu dans l'émission précédente. Si vous l'avez manqué, regardez-la. Il tire des missiles balistiques. Une crise totale éclate. Et Israël commence à frapper au Liban, dans le sud du Liban. Pas à Beyrouth, dans le sud du Liban. Ça commence à exploser. Iran attire. Ils font un carnage à tir. L'Iran fait le malin, il rompt toutes les négociations, l'Iran coupe tous les canaux de communication, il dit qu'il n'y a rien à négocier tant qu'Israël ne quitte pas le Liban et que toutes les troupes ne sont pas retirées, et qu'il y ait un cessez-le-feu de la part d'Israël et qu'ils vont continuer à tirer, etc. La journée passe, je fais le direct. Première menace de l'Iran, non pas visuelle, mais écrite. Il laisse filtrer que si Israël attaque la Daïe, le quartier chiite de Beyrouth, l'Iran lancera des missiles balistiques contre le nord d'Israël. Les gens n'y croient pas vraiment et ne le prennent pas au sérieux. Mais peu après, il le répète d'une manière assez visuelle.
Il crée une image typique de celle qu'Israël crée pour les évacuations. Et ils lui disent que les citoyens du nord d'Israël, de la Haute-Galilée et de la Basse-Galilée aussi, qu'ils doivent partir, qu'ils doivent s'en aller. Je vais mettre la photo pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. À ce même moment, Bibi Netanyahou et Trump et Bibi parlent au téléphone pendant 2 heures. Bibi avait promis le matin de faire exploser Dakia. Il avait donné l'ordre à Tsahal d'attaquer Dakia. L'ordre d'évacuation avait été donné. À Beyrouth, ils évacuaient le quartier de Dakia. Tout était prêt. Les drones survolaient Beyrouth. D'ailleurs, pour être plus honnête, image en direct en ce moment même de Beyrouth, pour qu'il n'y ait ici ni trucage, ni aucune histoire inventée. C'est Beyrouth en ce moment même. Voilà, Beyrouth à cet instant. Nous surveillons la situation. Ici, tout est ouvert, on voit tout. Ils sont en train de parler au téléphone et soudain, Donald J. Trump publie sur son réseau social pour dire qu'il donne l'ordre à Israël de ne pas bombarder Beyrouth. Toutes les troupes en route vers Beyrouth doivent faire demi-tour. Qu'Israël ne va pas bombarder Beyrouth et que le Hezbollah, qu'il a parlé avec le Hezbollah et que le Hezbollah va conclure un accord de cessez-le-feu, qu'il va y avoir un cessez-le-feu, qu'aucun des deux ne va attaquer l'autre. Ici, la question est, et je pense que le titre de la une est clair, qui commande en Israël? Qui est ce Premier ministre? Qui décide? Même les militaires eux-mêmes se sont plaints aujourd'hui à Bibi en lui disant qu'ils n'auraient pas dû passer à la télévision pour les prévenir qu'ils allaient frapper à Dajia, car des cibles VIP qui étaient prêtes à être éliminées aujourd'hui se sont échappées. Et cela lui a été reproché en interne. Il n'aurait pas fallu déclassifier l'information sur l'attaque prévue à Dajia, car cela a fait perdre des cibles d'opportunité. Par exemple, dans le cas de Naïm Kassem. Merci. Mais toi, en tant qu'Israélien, comme quelqu'un qui vit en Israël et le ressent profondément, comment te sens-tu en ce moment? Aujourd'hui, nous aurions dû attaquer à Beyrouth. Regarde, quand Bibi annonce le matin que nous allons attaquer Beyrouth, il publie une vidéo en hébreu, puis il publie un tweet en hébreu. D'accord, je l'ai. Je l'ai, on va le mettre petit à petit. Oui, au bout de 10 minutes, il y avait déjà des gens qui sont sortis pour se plaindre et dire « Mais pourquoi il parle et il ne fait rien ?» Non. Pourquoi il parle autant au lieu d'agir? Pourquoi doit-il prévenir qu'on va attaquer à Beyrouth? Et puis il s'est passé quelque chose de remarquable. Les heures passaient et l'armée ne disait rien. C'est-à-dire ce tweet de Bibi. Et à 9h, 47 heures israéliennes, ce tweet-là. Et les heures passaient, et l'armée ne disait rien. Bon, ont-ils donné un ordre d'évacuation? Non, j'ai vu un ordre d'évacuation. Dans l'après-midi? Oui. Dans l'après-midi, c'est dans l'après-midi. 5 ou 6 heures plus tard. 5 ou 6 heures de plus tard. Et déjà, quand tu te rends compte que l'armée ne réagit pas à ce communiqué de Bibi, il y avait déjà des gens ici qui commençaient à se demander ce qui se passe. Et ils trouvaient ça très étrange. Ils trouvaient ça très étrange et ils ne comprenaient pas pourquoi ce qui se passe d'habitude ne se produisait pas. C'est-à-dire que c'est l'armée israélienne qui donne l'ordre d'évacuation et non le Premier ministre. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se plaindre et à se rendre compte que quelque chose d'étrange était en train de se passer. Et ensuite, les menaces iraniennes ont commencé à arriver, que tu viens de mentionner, que si Israël attaque à Beyrouth, nous fermerons le détroit de Bab el-Mandeb. Si Israël attaque Beyrouth, nous quitterons les négociations jusqu'à leur retrait du Liban. Et là, il semblait déjà qu'il y avait une pression de la part des États-Unis qu'Israël ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et là, la confirmation est arrivée il y a un moment, il y a déjà plusieurs heures, 2-3 heures, avec ce tweet de Trump qui dit qu'Israël n'attaquera pas Beyrouth, qui parle de troupes. Je ne sais pas de quelles troupes il parle. Des troupes en direction de Beyrouth. Des troupes en direction de Beyrouth. En réalité, il n'y en a aucune. Peut-être qu'il y avait des avions pour Beyrouth. Il dit peut-être que ce sont des troupes. Je ne pense pas, mais bon. Et je trouve ça terrible. Je trouve.
Le problème, c'est que Bibi n'aurait pas dû faire ça. C'est ça le problème. Regarde, ici, voici le tweet. Ce n'est pas un tweet, mais son réseau social. Oui, moi ça me dérange. Voyons, ce message de Trump m'agace, mais je l'ai aussi dit avant sur ma chaîne. Je n'ai pas à demander d'explication à Trump. Je suis citoyen israélien. Je n'ai pas à demander des explications à Trump, pas plus que je n'ai à en demander à Pedro Sanchez, à Macron ou à qui que ce soit. Je dois demander des explications aux dirigeants qui gouvernent dans mon pays. Et pour moi, la principale erreur de Bibi, il fait beaucoup d'erreurs tout le temps, mais la principale erreur de Bibi aujourd'hui a été que ce matin, il est allé raconter à ses petits copains, en l'annonçant publiquement sur tous ses réseaux, qu'ils allaient attaquer Beyrouth. Bon, des drones en ce moment, excusez-moi une seconde la famille, des drones en ce moment. Merci. Ici à Eslomi. Kanita Eslomi Kafaros. Actuellement, le Hezbollah envoie des drones sur des villes israéliennes. Oui, Nous allons continuer là-dessus. Notez que le Hezbollah attaque actuellement Israël. Mais Israël n'attaque pas Beyrouth. Mais gardez cette information en tête, car vous allez comprendre pourquoi ce qui se passe en ce moment est crucial. S'il te plaît, continue. Excuse-moi de t'interrompre. Ils sont en train de passer. Non, non. c'est crucial. Ce qui se passe maintenant sera crucial quand tu montreras ensuite le tweet suivant. Voilà, c'est ça. Quand il y a un tweet de vie, eh bien Beyrouth. Moi, j'ai terminé mon émission en disant que Beyrouth ne s'était pas encore manifesté. Non, il ne s'était pas montré après la conversation avec Trump. Et après? Non, il n'a pas parlé, mais il a écrit sur Twitter, il me semble que c'est ça. Il a écrit un message en hébreu destiné à la société israélienne, dans lequel il dit des choses qui ont à voir avec ce que tu es en train de dire. Mais ce que je te disais, c'est que pour moi, l'erreur de Vivi a été qui s'est précipité en donnant cette information le matin, et selon mon interprétation de pourquoi il l'a fait, ce qui s'est mal passé parce qu'au final, ça ne s'est pas produit, c'est qu'on est aussi en pleine campagne électorale. Les élections en Israël auront lieu bientôt, et tu l'as dit aussi l'autre jour. Vivi doit vendre quelque chose aux gens parce que pour l'instant, sur aucun des fronts, il n'y a de victoire claire. Si tu fais attention. Correct, dans le. Sur le front du Hamas, il n'y a pas de victoire claire, non. On ne sait pas ce qui se passe à Gaza, sur le front de l'Iran. Nous sommes sous un cessez-le-feu imposé par Trump. On ne sait pas ce qui va se passer après la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, ce n'est pas clair. Et sur le front du Liban, nous allons de plus en plus mal. Et nous allions bien après le cessez-le-feu de novembre 24, et maintenant nous sommes pires qu'avant de commencer la guerre contre l'Iran. Parce qu'avant, il y avait un cessez-le-feu. Le Hezbollah n'attaquait pas. Le Hezbollah a attaqué pour la première fois après que nous ayons attaqué en Iran. Il est entré dans la guerre et Israël est aussi intervenu en représailles. Mais nous sommes dans une situation pire qu'avant ce cessez-le-feu et par conséquent, Vivi est en campagne électorale. Il a pensé qu'il pourrait peut-être convaincre Trump d'attaquer Beyrouth. Il a écrit le tweet. Il a fait une vidéo en hébreu où il disait que nous allions attaquer Beyrouth, bien sûr. Cela lui donne de la popularité. Parce qu'enfin, le Premier ministre fait quelque chose. Les gens du Nord ont enfin dit « Nous allons commencer à attaquer à Beyrouth ». C'est là où nous pouvons vraiment infliger de vrais dégâts au Hezbollah dans le quartier de Daïa. Et maintenant, finalement, cela n'a pas pu être fait, et non seulement tu as perdu une opportunité stratégique très importante de frapper le Hezbollah quand le Hezbollah est vraiment dans une position très compliquée. Et si tu regardes toutes les réactions de l'Iran cet après-midi, elles te montrent que l'Iran était prêt, apparemment, à entrer à nouveau en guerre pour essayer de sauver le Hezbollah. Au Hezbollah, Au Hezbollah, parce que si le Hezbollah tombait lors du prochain affrontement avec l'Iran, l'Iran n'aurait plus le Hezbollah. Le moment était venu. Le moment clé était celui-ci. Si l'Iran voulait rompre le cessez-le-feu, il le faisait, cela ne nous importait pas. Au contraire, cela les aurait placés dans une position bien plus faible. Et Vivi a perdu une opportunité stratégique très bonne. Et en plus, cela va aussi lui coûter électoralement, c'est-à-dire au niveau de la popularité. il est coulé. Moi, mais regarde, je suis dans les groupes Telegram. Et les groupes Telegram, je l'ai déjà expliqué une fois, les groupes Telegram que je suis en Israël sont un peu clandestins. C'est-à-dire qu'ils donnent des informations. Je dis toujours qu'en Israël, nous avons une sorte de censure de l'information. Il y a des choses qu'on peut dire, d'autres non.
Et toi et moi, on respecte ça parce qu'on n'est pas des chaînes clandestines, mais ces chaînes-là, celles de Telegram que je suis, elles sont toutes clandestines. Extrême droite, parce que maintenant, je m'arrête. Regarde, il y a un sondage, ils ont fait un sondage ici. Dans l'un de ceux-ci, je vais voter moi aussi. Cariel raconte ça en direct, la famille. Vos likes comptent beaucoup. Les super chats sont ouverts pour vos commentaires, ainsi que notre paypal.me/stratégie militaire pour soutenir le contenu. Dirait. Ici, je me suis trompé. Il lance des attaques. Nous allons le voir maintenant. Nous l'avons ici prêt au moment où elles vont tomber. Bon, il y a un instant. Dans la zone nord, il frappe fort. Et ici, il ne se passe rien. Mais il y a un type qui est à des milliers de kilomètres à la Maison-Blanche, décidant de ce qui doit se passer. Dans l'État d'Israël. Où a-t-on déjà vu ça? Regarde, qu'est-ce que tu penses du cessez-le-feu? Le groupe Telegram. Le nouveau feu avec Hezbollah compte 450 000 abonnés. C'est énorme. C'est beaucoup pour Israël? Oui, pour Israël, 450 000, c'est beaucoup, presque un demi-million d'abonnés. 14%, j'ai besoin de temps pour réfléchir. 7% pour, 4,21% contre. Oh là là! D'accord. Il y en a d'autres, mais c'est juste pour qu'on se fasse une idée, pour qu'on comprenne ce que pensent les gens ici en Israël, sans entrer dans des questions de couleur politique. Je l'ai aussi expliqué auparavant sur ma chaîne. Des gens de la coalition de Vivi, des personnes qui sont au gouvernement avec lui, critiquent Vivi, et des gens de l'opposition critiquent aussi Vivi. Tout le monde reproche à Vivi de ne pas avoir été assez têtu pour dire non à Trump aujourd'hui. Si tu regardes bien, Vivi n'a jamais dit non à Trump depuis que Trump est à la Maison-Blanche. Pas une seule fois. Il a tout accepté. Regarde ce message que je pense est aussi clé d'une des personnes les plus controversées en Israël. Regarde ce qu'il va lui dire. Soyons clairs, ce monsieur est un ministre du gouvernement de Vivi. Monsieur le Premier ministre, voici Itamar Ben-Gvir. Tu as dit qu'un Premier ministre fort dit oui au président des États-Unis quand c'est possible et non quand c'est nécessaire. C'est le moment de dire non à notre ami, le président Trump. C'est maintenant le moment de faire ce qui est nécessaire pour frapper le Hezbollah, donner les coups des franches à nos combattants et ramener la sécurité dans le Nord. Un Ben-Gvir présent il y a 2 ans, ayant passé des nuits dans le Nord. Voyant de ses propres yeux le drame que vivent les gens. Parce qu'évidemment, Israël est un pays très étroit, qui s'étend du nord au sud. Des gens dans la zone centrale et sud du pays ne réalisent pas ce qui se passe. Mais il y a 600 000 âmes, des familles, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des civils. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans des refuges, des abris antiaériens parce qu'ils sont bombardés avec des drones, avec des roquettes. Il y a plusieurs Israël à l'intérieur du même Israël. Et dans le Nord, en ce moment, la situation est dramatique. Eh bien, c'est ce que disent les gens du Nord, qu'ils sont des citoyens de seconde zone en ce moment. Que se passerait-il si cela était la réalité de Tel Aviv, par exemple? Si chaque jour à Tel Aviv les sirènes retentissaient, qu'est-ce qu'Israël ferait dans ce cas? Est-ce qu'il ferait quelque chose de plus que ce qu'il fait actuellement? Je te le dis, oui, c'est sûr. C'est insoutenable? Ce n'est pas soutenable, c'est insoutenable. Et donc il est aussi impossible de suivre Trump surtout. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Je l'ai aussi dit avant sur ma chaîne. D'accord, Trump t'appelle au téléphone. Il te dit que tu ne peux pas attaquer à Beyrouth. Tu lui dis « Trump, merci pour tout. J'apprécie beaucoup ton soutien. Je continuerai à l'apprécier à l'avenir parce que ça restera pareil. J'ai mes intérêts, j'ai mon peuple, on tue mes soldats chaque jour. Non, je vais attaquer Beyrouth. Et c'est tout.
Le chef de l'opposition, Yair Lapid, accuse Bibi de transformer Israël en un protectorat à part entière après que Trump ait reculé sur les plans militaires de Tsahal au Liban. Bien sûr, maintenant, regarde comment Yair Lapid et Ben Gvir disent la même chose. Tu te rends compte? Non? Je veux dire, Yair Lapid et Ben Gvir, qui sont deux personnes qui ne seront jamais ensemble dans un même gouvernement, disent la même chose. Aujourd'hui, ce garçon de Tel Aviv, Yossi, médecin militaire, est mort. 30 ans, Ori Yosef. Pourquoi? Pourquoi Ori est-il mort? Pourquoi un autre est-il mort avant-hier? Pourquoi des soldats meurent-ils tous les jours? Et Dagia est toujours debout. Comment l'expliquer au peuple d'Israël? Comment peut-on expliquer cela? À ces familles, je crois qu'il y a eu aujourd'hui d'immenses funérailles à Ashkelon parce que j'ai vu la vidéo de la route coupée. Oui. De tout Ashkelon qui est allé aux funérailles d'un garçon qui n'était pas obligé d'aller à l'armée, qui a demandé la permission à sa mère, il a dû écrire une lettre, parce que j'aimerais que tu expliques cela. Quand il y a des fils uniques ou que c'est le seul garçon, il n'est pas obligé d'aller à l'armée. Mais ce garçon a volontairement demandé à y aller pour combattre. Parce que ces choses arrivent parce que les soldats doivent mourir. Avec le sentiment en ce moment que le commandement n'a pas de plan d'action clair à l'intérieur du Liban. Où allons-nous? Que voulons-nous? Et quel est l'objectif? Oui, ce que tu disais, c'est qu'en Israël, l'armée est obligatoire. D'accord. Maintenant, ce qui est obligatoire, c'est de s'engager dans l'armée. Il n'est pas obligatoire d'être combattant. Donc en général, les soldats qui s'engagent dans l'armée à 18 ans, l'armée te demande ce que tu aimes, ce que tu veux. Tu dis, l'armée voit quels sont ses besoins, pourquoi tu es qualifié, et elle te propose quelque chose. Et tu peux aussi te porter volontaire pour certaines unités. Donc en général, les combattants, les soldats des unités combattantes, y vont parce qu'ils le veulent. Et l'armée qui a besoin de combattants les enrôle. Maintenant, que se passe-t-il? Une personne peut choisir d'aller dans une unité de combat tant qu'elle n'est pas enfant unique. Et toi, tu es enfant unique, l'armée te dit non, tu ne peux pas entrer dans des unités de combat. Les enfants uniques ne sont pas des combattants, mais dans le cas où tes parents signent une autorisation pour toi, là tu peux. Et donc il arrive souvent, dans beaucoup de familles d'enfants uniques qui veulent être combattants, l'armée leur dit « tu ne peux pas ». Tu as besoin de l'autorisation de tes parents et les parents signent l'autorisation pour qu'ils soient combattants. Et dans certains cas, ils meurent alors qu'ils étaient enfants uniques. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça tout au long de l'histoire d'Israël. Terrible. Regarde ce Mirad. Ce garçon, cette famille, celle que vous allez voir maintenant, vient d'enterrer ce jeune homme. Et maintenant, qu'ils expliquent ou que quelqu'un explique pourquoi. Quel est le sens? Si moi ou Ariel, j'imagine qu'Ariel a une famille et tout ça, voyons. Ton fils ou ta fille part à la guerre pour défendre son pays contre un ennemi qui veut l'exterminer, pas le conquérir. Parce que te conquérir, ça c'était les Romains, ça c'était d'autres gens. Ils veulent t'exterminer et toi, tu vas défendre ton pays, tu trouves la mort. Et ça te rend, quand on te rend la boîte avec les restes de ton fils ou de ta fille, tu apprends qu'il y a un type à je ne sais combien de kilomètres, dans un autre pays, sur un autre continent, qui est président d'un autre pays qui n'est pas Israël et qui a appelé ton premier ministre au téléphone, à l'homme qui a donné l'ordre d'envoyer ton fils au combat pour lui dire de ne pas détruire les responsables de la mort de ton fils. C'est aussi fort que ça, et que chacun réfléchisse à ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas seulement cela. Ce sont des attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz, des bombardements de pays du Moyen-Orient,
Lancement de missiles. Regarde, cette vidéo montre qu'un missile a été lancé contre un navire cet après-midi. Et je veux que vous fassiez attention à une chose, c'est un missile anti-navire. Bon, comment est-il possible qu'il y ait un lanceur avec tous les drones, tous les avions qu'il y a, qu'on voit tous les jours, tous les avions qui tournent autour des côtes, que l'Iran puisse placer un lanceur de missiles anti-navire sur la côte elle-même? Pourquoi n'est-il pas détruit? Pourquoi ne pas y mettre fin définitivement? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Le business, c'est de dire ce que vous allez voir maintenant. Attention à ce que vous allez voir maintenant. C'est Donald J. Trump. Les discussions avec l'Iran se poursuivent à un rythme soutenu. Merci de votre attention. Nous en avons assez de l'attention portée à ce sujet. Un rythme soutenu pour qui? Pour les morts d'Israël? Pour qui accélère-t-on les discussions? Merci. Cette histoire est injustifiable. Je ne demande pas d'explication, comme le dit Ariel, à Donald J. Trump. C'est lui qui doit les donner. C'est Bibi. Que Bibi a-t-il dit? C'est ici que nous arrivons au point clé de cette histoire. Qu'a dit Netanyahou à propos de sa conversation de ce soir? Regardons-le. Ce matin, après de nouvelles violations du cessez-le-feu au Liban par l'organisation terroriste Hezbollah et des attaques sur nos villes et citoyens, j'ai ordonné avec le ministre de la Défense à la FID de frapper des cibles terroristes à Dajia. Très bien. Aucune n'a été attaquée. Mais ce n'est pas tout. L'humiliation continue. L'humiliation va encore plus loin. Le Premier ministre Netanyahou. Attention, regarde la différence. Regarde le tweet précédent. Une seconde. Celui de Bibi. Une seconde. On va ici. C'est lui. Regarde la différence. Voici Bibi sur son compte. @ Netanyahu. C'est Bibi sur son compte avec sa photo. Avec sa photo. Aussi sur son compte. Sur l'autre compte, il dit qu'il a donné l'ordre d'attaquer Dajia. Oui, mais il l'a aussi mis sur son compte. Je l'ai sur les deux. Je l'ai sur les deux? C'est ici, sur son compte, et il l'a aussi mis sur celui du bureau. Peu importe, c'est le même message, un copier-coller. D'accord. Bien. Mais ce n'est pas ça la clé. La clé, c'est ceci. J'ai parlé ce soir avec le président Trump et je lui ai dit que si le Hezbollah ne cesse pas d'attaquer nos villes et nos citoyens, Israël attaquera des cibles terroristes à Beyrouth. Notre position reste ferme. Parallèlement, les FDI continuent d'agir comme prévu dans le sud du Liban. Très bien. Eh bien, en ce moment, en Israël, il est 12h13 le 2 juin. Hezbollah, depuis qu'il existe, a écrit ce message. Il a attaqué Israël 1, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à 7 fois. Pourquoi Beyrouth est-elle toujours debout? Ici, en ce moment, aucune explosion. Si ce que Netanyahou a dit, c'est que s'il continue d'attaquer, on frappera des cibles terroristes à Beyrouth. Oui. Et en plus, il parle de villes, et il continue d'attaquer des villes et des civils. Et qu'en est-il des soldats? Bien sûr, il ne dit rien sur les soldats. Le tweet de Vivi ne dit rien sur les soldats. Et demain, un autre soldat va être retrouvé mort, et qu'est-ce qui va se passer? Le Hezbollah poursuit ses attaques. Il y a quelques minutes, on en parlait, c'est pour cela qu'on l'a montré. Comme tu l'as souligné, c'est lié à ce qu'on verra ensuite. Exactement. Methoula. Methoula. Et où ont lieu les attaques maintenant? Où est Vivi? S'il a parlé ce soir et lui a dit « Trump, si on nous attaque, on répondra ». Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas la permission. Eh bien, attends, parce qu'il y a encore plus. C'est qu'il y a encore plus. Maintenant, on apprend que Donald J. Trump Attends, on va le voir ici.
Il a mis tant de messages. Et il y a tellement d'histoires ici. Bien sûr, revenons à ce message. Donald J. Trump dit qu'il a eu une bonne conversation téléphonique avec le Hezbollah. Maintenant, Trump négocie avec le Hezbollah dans le dos d'Israël. Et nous apprenons que le Qatar aussi. Allez savoir avec qui il a parlé. Merci. Allez savoir avec qui. Bien sûr, regarde cette nouvelle. Un représentant du Hezbollah au Parlement libanais. C'est tout récent. Le Hezbollah rejette le cessez-le-feu proposé par les États-Unis. Les Américains proposent que le Hezbollah cesse toutes ses opérations pour qu'Israël ne mène pas d'attaque à Beyrouth. Ceci est inacceptable. La résistance rejette cette proposition partielle qui signifie qu'Israël s'abstient d'attaquer Beyrouth en échange de l'arrêt des attaques dans le nord des territoires occupés. Le Hezbollah n'y est pas favorable. C'est-à-dire que Trump aurait soi-disant conclu un accord avec le Hezbollah pour qu'Israël n'attaque pas Beyrouth et qu'ils cessent leurs attaques. Mais le Hezbollah n'a conclu aucun accord, disent-ils. Le représentant du Hezbollah dit que non. Aucun accord conclu, ils poursuivront les attaques. Mais ici, il y a... Bon, tu dis ça, mais regarde d'où vient cette autre chose. C'est le chaos, c'est vraiment le chaos en ce moment. Regarde celle-ci. Galibaf dans les conversations avec Navid Berri. Navid Berri, c'est le Premier ministre, le président... C'est le président du Parlement iranien d'Amal, qui sont chiites, alliés du Hezbollah. C'est un autre groupe terroriste, Amal. Pour que les gens le sachent, d'abord il y avait Amal, ensuite est arrivé le Hezbollah. Oui, c'est pareil. Pour que les gens comprennent, c'est comme dire Hamas ou Jihad islamique. Ce sont les mêmes personnes. C'est Galibaf en conversation avec Navid Berri. Nos vies et les vôtres ne font qu'une, et le lien entre l'Iran et le Liban est indestructible. Nous avons sérieusement poursuivi un cessez-le-feu face aux attaques d'Israël ces 2 derniers jours. Si les crimes continuent, non seulement nous arrêterons le processus de négociation, mais nous prendrons également position contre le régime sioniste. Nous sommes déterminés à instaurer un cessez-le-feu dans tout le Liban, en particulier dans le sud du pays. Un accord mettant fin à la guerre entre l'Iran et les États-Unis entraînera l'arrêt des attaques sur tous les fronts, notamment au Liban. Président du Parlement libanais, le Liban n'oubliera jamais les positions favorables de l'Iran à cette étape. Comment pouvez-vous négocier avec un gouvernement libanais lorsque le Hezbollah fait partie du gouvernement ? Merci. Bien sûr, c'est un problème. Parce que dans le gouvernement, voyez-vous, en général, toute action entreprise au Liban va provoquer une très grande crise politique interne au Liban, en raison de la façon dont le pays est constitué. Le président doit toujours être chrétien, le premier ministre doit toujours être sunnite, et le président du Parlement doit toujours être chiite. S'il est chiite, c'est le Hezbollah, qui représente 1/3 du pays et siège au Parlement. Ils sont au gouvernement et donc le président et le premier ministre négocient, mais une partie du gouvernement est contre et menace de coup d'État. C'est un désastre. C'est un désastre. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Il ne peut pas. Regarde ça, frère. British Airways suspend tous les vols vers Israël jusqu'au 24 octobre, voyons voir. Oui, voyons voir. British Airways. À l'aéroport Ben Gourion, il y a 60 avions ravitailleurs. S'ils ne pensent pas attaquer l'Iran, silence. S'ils ne pensent pas laisser Israël se défendre contre le Hezbollah et contre l'Iran, qu'ils s'en aillent. Non, qu'ils partent tout de suite, qu'ils partent au dès demain. Ils se foutent de nous, Aux compagnies aériennes de ne plus voler vers Israël, au tourisme de ne plus aller en Israël, pour que demain Israël leur ait déjà dit... Israël a déjà dit aux États-Unis que soit ils les utilisent, soit ils quittent l'aéroport. L'aéroport n'est pas le parking des avions-citernes américains. Qu'ils s'en aillent. Ce n'est pas une base militaire, mais un aéroport civil. Exact. S'il n'y a pas de guerre à venir, qu'ils partent d'ici. Qu'ils installent leur base en Jordanie, en Arabie Saoudite, chez leurs amis. Non. Qu'ils aillent à l'aéroport qui se trouve à Eilat. Il y a aussi de la place là-bas. Qu'ils aillent à Taouda, il y a plein d'autres endroits où ils peuvent aller. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'être à l'aéroport Ben Gourion. Nous ne sommes pas en train de les chasser. Qu'ils aillent à Naneva, mec. Nebatan, il y a largement assez de place là-bas. Bien sûr, certains endroits en Israël leur offrent de la tranquillité.
Nous ne les expulsions pas d'Israël, mais le fait qu'ils soient à l'aéroport Ben Gourion, avec en plus cette image grotesque où toute personne qui arrive ou part voit d'abord ces énormes avions-citernes américains. On dirait qu'il y a eu une occupation militaire américaine ou qu'une invasion extraterrestre est imminente, et on ne comprend pas ce qui se passe. Je veux aussi vous raconter quelque chose. Aux gens, l'aéroport est ouvert, d'accord? Les gens peuvent venir, ils peuvent partir. L'aéroport n'est pas fermé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ne volent pas. Un des problèmes est l'absence de place pour les avions. Et cela peut sembler idiot, mais l'aéroport d'Israël, celui de Tel Aviv, qui s'appelle Ben Gourion, qui en réalité n'est pas à Tel Aviv mais porte ce nom, est un aéroport très petit. C'est le seul aéroport international d'Israël. Et du point de vue de la société israélienne, l'aéroport Ben Gourion représente la liberté, il représente la connexion avec l'extérieur. L'Israélien voyage beaucoup en dehors d'Israël. Bien sûr, en fait, tout le temps, partout, il y a des Israéliens à tout moment. Si tu pars maintenant te promener à Budapest, à Barcelone, à Tbilissi, n'importe où, tu vas rencontrer des Israéliens, parce que les Israéliens adorent en voyager. Et ils voyagent tout le temps. Et l'aéroport Ben Gourion représente la liberté de pouvoir entrer et sortir du pays quand tu en as envie. La présence des avions citernes et l'absence de place empêchant le retour des compagnies aériennes créent un certain malaise. Que l'aéroport soit un sujet parmi les gens, parmi les Israéliens. C'est que c'est un problème. Ariel, du point de vue de la sécurité d'une compagnie aérienne civile, il voit qu'il y a 60 avions qui sont une cible facile pour que l'Iran, à tout moment, lance des missiles contre Israël. Et les 60 qui sont là garés, stationnés, que tu ne peux pas faire décoller en 5 minutes. Écoute. Tu vas trop loin. Avant cela, il n'y a pas de place. C'est-à-dire l'avion, pour que les gens comprennent, il n'y a pas d'espace pour que les avions puissent arriver correctement. En plus, des avions de compagnie aérienne israélienne ont aussi dû partir parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, car l'espace est monopolisé par l'armée américaine. Il n'y a pas de place, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit physique où garer l'avion pendant quelques heures, parce que comment ça fonctionne? Les compagnies aériennes font des allers-retours, mais entre chaque vol, le pilote doit aller dormir, l'équipage doit se reposer. Il n'y a pas de place pour laisser l'avion stationner. Il y a des avions qui ont dû aller se garer à Chypre, puis revenir. Tu comprends? C'est ridicule, de la folie. Il les garde là, il n'y a pas de place. On dit qu'il veut les garder jusqu'en 2027, quoi? Oui, c'est ce qui a été dit il y a quelques semaines. Il y avait une nouvelle qui disait que les pétroliers allaient rester jusqu'en 2027, mais Israël se plaint déjà. Et il paraît qu'ils ont déjà dit que si un accord est trouvé, au moment où l'accord sera conclu, en 72 heures, les pétroliers partiront. Regarde, ici il y a un communiqué qui dit que le président libanais a reçu la confirmation et l'engagement du Hezbollah de cesser les attaques contre Israël, mais ils sont en train d'attaquer maintenant. Ils se moquent de tout le monde. Non, je vais te raconter. L'armée publie un communiqué maintenant, d'accord? Il y a un communiqué, il y a une alerte. Non, mais je veux aussi te raconter ce qui se passe en interne. Une chose. Communiqué de l'armée. À moitié urgent, à moitié urgent. Les sirènes dans le nord d'Israël. Fausse alerte. D'accord. Et dans le groupe Telegram dont je t'ai parlé tout à l'heure, les gens réagissent avec cet emoji à l'envers, à pleurer de rire. Tu vois lequel je veux dire? C'est celui-ci, il est incroyable. Pourquoi? Parce que justement maintenant, fausse alerte. Bien sûr, c'est bon. Ça a été une migration de cigognes qui s'est passée en pleine nuit. Elles sont passées du Liban vers le sud. Ils réagissent avec celui des rires et celui du clown, l'emoji du clown. C'est une blague, une moquerie. L'armée d'Israël, on va la croire, non? C'est l'institution qui a le plus de popularité au sein de l'État d'Israël. Malgré l'échec du 7 octobre, ce n'était pas seulement un échec de l'armée. D'autres organismes comme le Shin Bet ont aussi échoué, et d'autres personnes aussi. Mais avec ça, qui peut croire à ça? Bon, on demande par ici. Et si Trump avait promis à Netanyahou quelque chose à faire dans le futur qu'on ne sait pas? D'accord, Nous verrons. À l'avenir, je suis aussi frustré que vous, mais je comprends aussi Vivi.
sans les États-Unis, ils ne pourraient stopper une attaque de missiles d'1 mois jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Poggle, merci beaucoup. Eh bien, Vivi lui a dit... Vivi lui a dit « Je veux expliquer ça une seconde. Qu'Israël n'est pas indépendant, Israël dépend. Écoutez-moi bien. Je suis absolument convaincu de ce que je vais dire. Israël a besoin des États-Unis. Mais de la même manière, les États-Unis ont besoin d'Israël. Que personne ne se trompe. Israël paie les armes. Mais non, mais pas seulement pour ça. Que personne ne se trompe, que l'État d'Israël existe, et que l'État d'Israël soit le plus grand allié des États-Unis au Moyen-Orient. Cela sert stratégiquement les intérêts nationaux des États-Unis. Parce qu'ici, les gens pensent que cette relation est unilatérale. Nous dépendons des États-Unis et nous recevons toujours des choses. Ce n'est pas le cas. Regardez où sont les ravitailleurs, par exemple. Pourquoi ne sont-ils pas au Koweït? Pourquoi Trump n'emmène-t-il pas les ravitailleurs au Qatar? Ce sont aussi ses alliés. Parce qu'aucun n'est un allié aussi proche qu'Israël. Donc, pour que les gens comprennent ce qui se passe ici. Israël dépend des États-Unis, mais les États-Unis dépendent aussi d'Israël. Et je suis convaincu, et je mets ma main au feu, que si aujourd'hui Vivi avait dit non à Trump, il ne se serait rien passé. Dans les relations bilatérales entre les deux pays, il ne se serait rien passé. Il y aurait eu une tension, il y aurait eu un malaise pendant quelques jours, le malaise est déjà là. C'est déjà le cas. Depuis plusieurs jours, voire des semaines, ils ne s'entendent plus aussi bien qu'avant. Il n'allait rien se passer de grave. Rien de grave, non. Voici comment ça se passe, son en direct de Beyrouth. Il n'y a pas de drone. Voyons voir. Non, il n'y a rien, Voyons, une seconde. Très loin. Rien à voir avec ce qu'on voyait ce matin, à midi, où ils étaient juste au-dessus. En plus, les membres du Hezbollah tiraient sur les drones avec des armes légères, avec des mitrailleuses. Rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Eh bien, Naftali Bennett a écrit un testament. Regardons-le, parce que ce sont les candidats à la présidence. Naftali Bennett, je veux que tu me donnes ton avis, on va voir. Nous l'avons ici. En direct avec Stratégiste Militaire et Ariel Kanievski, notre chaîne sœur et un ami que vous devez suivre. Et aussi cette chaîne, s'il vous plaît, si vous aimez le contenu, en essayant d'y voir clair sur ce qui se passe en ce moment, qui dirige Israël et où nous allons. Naftali Bennett. Voyons voir. C'est la vérité. S'il y avait un gouvernement sérieux et fonctionnel ici, si Israël était bien dirigé, le désastre des drones, qui nous coûtent des vies humaines, aurait pu être évité. Ce sont les faits. La menace des drones n'a surpris personne. La guerre dure depuis 2 ans et demi. Le Premier ministre s'est vanté d'avoir averti le cabinet à ce sujet il y a 6 ans. Qu'ont-ils fait depuis, à part avertir? Pourquoi n'a-t-on pas cherché de solution? Nous avons tous les outils pour résoudre ce problème. Israël est une puissance technologique. Nous avons des technologies avancées et les meilleurs esprits. Mais il n'y a personne à la maison. Il n'y a pas de gouvernement ici qui propose des solutions avant que le désastre ne nous explose au visage. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de ministre de la Défense qui était censé s'occuper de cela. Il est occupé à nommer des centaines de militants du Likoud à des postes du ministère de la Défense. Aucun président du Comité des Affaires étrangères et de la Sécurité n'est chargé d'assurer la mise en œuvre. Il est occupé avec la loi sur l'esquive du service militaire. Il n'y en a pas. Le Premier ministre pense que s'il a dit quelque chose sur les drones il y a 6 ans, alors cela l'exempte de garantir sa mise en œuvre. Et vous verrez. Maintenant qu'ils se sont réveillés tard et ont commencé à s'occuper du problème, nous entendrons bientôt parler de solutions. Mais cela se produira avec un retard fatal qui est dans notre sang, qui está en nuestra sangre. Le chaos règne, la sécurité manque. Cela se résoudra si nous travaillons sérieusement et assumons nos responsabilités. Au lieu de donner des excuses, et ici je vais vous présenter la menace suivante pour que vous ne disiez pas que je l'ai sortie de mon chapeau. Des essaims de drones autonomes sans télécommande ni câble qui fonctionnent de manière totalement indépendante en utilisant l'intelligence artificielle.
L'ennemi dira à cet essaim, vole vers cette colonie et tue autant d'Israéliens que possible. Bientôt, nous remplacerons ce gouvernement du chaos et nous gouvernerons à nouveau Israël. Quelle prophétie! Des drones dotés d'intelligence artificielle capables de suivre des gens et de les éliminer. Merci. Il faudra en tenir compte et voir si c'est possible et comment faire pour l'arrêter. Écoute, ce que dit Bennett ici, il dit qu'on n'a jamais trouvé de solution avant que le problème n'arrive. Tout le monde est en campagne électorale, d'accord? Vivi est en campagne électorale, Katz est en campagne électorale, il veut un bon poste au Likoud et il veut être en tête de liste. Bennett est en campagne électorale, Lapid, Lieberman, tout le monde est en campagne électorale. Voyons, le problème arrive et quand il arrive, tu trouves une solution. Ça a toujours été comme ça. Le dôme de fer, par exemple, l'Iron Dome. Je te donne juste un exemple. C'est un système antimissile inventé ici en Israël. Après de nombreuses années où les roquettes du Hamas tombaient, et il n'y avait pas de solution. Jusqu'à ce qu'enfin, il y en ait une. L'Aro 2, l'Aro 3. Aussi, pendant des années et des années, ils ont perfectionné le système jusqu'à ce qu'il fonctionne enfin. La même chose va se passer ici. C'est vrai, nous sommes maintenant dans la phase de faiblesse, nous sommes dans la phase où nous recevons les coups. Il y a des gens, je crois, quand le Premier ministre dit qu'il y a des gens qui travaillent dessus, je pense vraiment qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Je suis absolument convaincu, et en plus je suis convaincu qu'ils vont trouver une solution à un moment donné. Tout le reste, tout ce qu'il dit, oui, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas ici en Israël, mais c'est parce qu'ils sont tous en campagne électorale. Maintenant, regarde, imagine un instant un scénario hypothétique, d'accord, dans lequel il est le Premier ministre. Bennett, maintenant. Et Bibi est le chef de l'opposition. Qu'est-ce que tu penses que Bibi ferait? Les gens seraient déjà dans les rues. Mais lesquels penses-tu que seraient ces messages? Non, les mêmes. Les mêmes? Exactement les mêmes. C'est-à-dire, tout ce qu'ils disent à Bibi depuis l'opposition serait exactement ce qu'ils diraient, et probablement à juste titre, à n'importe qui d'autre qui serait au pouvoir. C'est comme ça, et il faut comprendre qu'en plus, ils sont tous en campagne électorale. Tous, absolument tous. Bibi n'est ni naïf ni stupide, il doit y avoir autre chose. Tu penses qu'il y a autre chose, Ariel? Non. J'ai l'impression que les États-Unis lient les mains d'Israël et laissent agir les terroristes. En tant que citoyenne américaine, je me sens trahie et impuissante. Ils laissent tout inachevé. Israël, le Venezuela, peut-être Cuba. Mon Dieu! Cuba va abandonner avant même de commencer. Oui, Cuba va le faire, il va le mettre. Non, je ne pense pas. Tu vois, je pense que oui, peut-être, je ne sais pas, ça m'est égal. Dis-le, non, vraiment, dis-le. Non. Mais bon, dis-le. Ici, on est libre, après je l'efface et c'est tout. Ça m'est égal. Ou tu envoies un message après. Tu m'as effacé ça. Et moi, oui. Chose qui est déjà arrivée dans le passé. C'est arrivé. Il fallait bien que ça arrive, c'était vraiment trop. Le message, c'est qu'il y a quelque chose de plus. Voyons, j'espère que oui. Et moi, je crois que non. Je pense qu'il y a simplement eu une conversation de 2 heures très tendue entre 2 dirigeants et que ça s'est terminé. Et que Trump a gagné, il a gagné. C'est Trump qui a fini par gagner. C'est ce que je pense qu'il s'est passé. Je pense qu'il n'y a rien que nous ne sachions déjà. Je pense que tout simplement Trump a dit à Bibi, « Écoute-moi Bibi, tu vas me gâcher l'accord avec l'Iran, ne me gâche pas l'accord avec l'Iran. Attends un peu que l'une de ces deux choses se produise, ou que nous parvenions à un accord avec l'Iran. Lorsque nous parviendrons à un accord avec l'Iran, les Iraniens ne s'en retireront pas à cause du Hezbollah. Ou bien le cessez-le-feu avec l'Iran se rompra définitivement. » Il lui a dit cela. Bibi a répondu, « J'ai besoin d'attaquer aujourd'hui. » Et Trump lui a dit, « Bon, tu ne peux pas attaquer aujourd'hui, il faut attendre. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est à peu près tout ce que, je pense, nous ne savons pas encore. » Que Trump lui a dit, reviens demain, peut-être demain. Parce que bien sûr, pourquoi l'Iran menace-t-il? L'Iran a dit, si vous attaquez Beyrouth, nous sortons de l'accord. Eh bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'accord, alors les Iraniens n'ont rien à perdre. Mais s'il y a un accord, ils peuvent perdre quelque chose. Ou si le cessez-le-feu échoue et que la guerre reprend, cela n'a plus d'importance. Mais qui croit qu'il va y avoir un accord? Hein? Qui croit qu'il va y avoir un accord? Trump croit-il qu'il va y avoir un accord? Tu es en train de rire? Regarde les tweets de Trump, il pense qu'il va y avoir un accord. Tu crois qu'il va y avoir un accord? Je pense que Trump pense qu'il va y avoir un accord, pardon.
Je doute qu'il y ait un accord, et s'il existe, il ressemblera à celui d'Obama. Mauvais. Mon Dieu. Il n'y aura pas de bon accord, c'est-à-dire soit il n'y a pas d'accord, soit il y a un mauvais accord. Il n'y aura pas de bon accord. Ce qui signifie qu'à un moment donné, avec ou sans les États-Unis, Israël devra attaquer à nouveau l'Iran. Penses-tu que nous allons voir dans cette romance entre Bibi et Trump la situation où Bibi a dit à Joe Biden « Même si vous nous enlevez les armes, nous nous battrons avec nos ongles. Merci. » Pouvons-nous en arriver à ce scénario? Au revoir. Il a dit cela lorsque Joe Biden l'a menacé que s'il entrait à Rafah, il bloquerait l'envoi d'armes, de munitions, de bombes à chute libre, les JDAM, les fameuses JDAM. Et Bibi lui a dit « Même sans armes, nous nous battrons avec les ongles. Tu vois ?» Pourquoi Bibi peut-il dire non à un président des États-Unis, mais ne peut-il pas dire non à un autre? S'il a déjà dit non une fois à un président des États-Unis, qu'importe qui c'est, peu importe. Et les relations entre les États-Unis et Israël passent avant, peu importe qui est le président ou le premier ministre. Peu importe. Parce que c'est un intérêt national des États-Unis. Tu comprends? Alors pourquoi Joe Biden? Si tu as osé lui dire non, et à Trump, tu n'oses pas lui dire non. Je sais pourquoi, mais tu devrais aussi pouvoir dire non à Trump. Je ne sais pas. Les gens dans le chat sont très confus en ce moment. Merci. Les gens sont en colère, comme toi et moi. Les gens sont furieux. Je l'ai vu plus tôt dans mon émission. Et contre les gens sont... Mais bien sûr que oui. Mais il y a des gens qui sont tellement en colère. Écoute ce que je te dis. Il y a des gens qui sont tellement en colère et tellement déçus qu'ils soutiennent la théorie de Francisco Gil White. Ils sont très en colère contre Trump. À cause de la trahison envers Israël. Tu connais la théorie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Raconte-moi. Je ne suis pas le porte-parole de cette théorie et n'ai pas à en parler. Pas le raconte-moi. Non, regarde. Non, il est déjà venu ici plusieurs fois comme invité. Il ne te l'a jamais expliqué? Ah. Que Trump veut détruire Israël. Oui, oui. C'est ça, oui. Et tu crois que c'est comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que oui en ce moment. Et non, bon, non. Trump ne veut pas détruire Israël, et Trump reste un allié d'Israël, et Trump ne trahit pas Israël. Trump est le président des États-Unis, et il veille aux intérêts de son pays. C'est ce que doit faire tout dirigeant de tout pays. Parfois, les intérêts du président des États-Unis sont alignés avec ceux d'Israël, très souvent, et d'autres fois, non. C'est aussi simple que ça. Non, je n'adhère pas à cette théorie. Je trouve que c'est une théorie, voyons, d'un point de vue académique, je trouve que c'est une théorie intéressante. Et je l'ai entendue à de nombreuses reprises. Sur cette chaîne, je l'ai entendue plusieurs fois, mais aussi sur d'autres chaînes. Francisco n'est pas venu ici depuis longtemps. Nous verrons s'il est un peu occupé, nous verrons s'il peut venir un jour. Non, il est toujours avec Irving Gattal. Ils sont toujours là à se chamailler. L'un pense que oui, l'autre pense que non. Et je l'écoute, et je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Je pense que ce n'est pas comme ça. Je pense que, parce qu'en plus, il pense que cela fait plusieurs décennies qu'il existe une politique américaine dont l'objectif est de détruire l'État d'Israël et qu'il y ait un nouveau génocide antisémite. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est pour ça que je dis toujours non. Non, ce n'est pas parce qu'il se passe des choses ponctuelles. Cela signifie que nous devons transformer Trump en un leader qui mérite une sorte de culte idolâtre, ce que beaucoup de gens semblent ne pas comprendre. Et ils idolâtrent Donald Trump comme s'il était l'Immaculée Conception, au point qu'on ne peut jamais le critiquer comme s'il n'était pas un être humain. Et moi, enfin, je ne suis pas pour ça parce que je ne suis pas non plus pour l'inverse. De considérer qu'il est Judas, qu'il est un traître, qu'il veut vendre Israël et que c'est simplement une personne qui doit diriger un pays et qui a des intérêts nationaux bien précis. Et malheureusement, en ce moment,
Il a une priorité qui n'est pas la sécurité des habitants du nord de l'État d'Israël. La priorité de Trump en ce moment, c'est de parvenir à un accord avec l'Iran, et une attaque à la Daïe pourrait compromettre cet objectif. Et voilà, c'est ce que je pense. Israël a confirmé que l'opération militaire se poursuit. D'ailleurs, des informations récentes signalent l'arrivée de nouveaux chars sur la ligne de front au Liban. Qu'ils combattent, ils n'arrivent pas à la frontière. Ils sont déjà au Liban et avancent. Oui, parce qu'il semble que cela soit effectivement possible. En fait, l'histoire, c'est qu'on ne peut pas bombarder la Dahieh. Non, on ne peut pas toucher Beyrouth. Ne touche pas à Beyrouth. Mais tout ce qu'on fait dans le sud du Liban, on dirait que Trump s'en fiche. C'est comme ne touchez pas à Rafah. C'est pareil comme ne touchez pas à Rafah. Même situation. Oui, Gaza est bien plus petite. Oui, c'était ça. Oui. Mais le centre où sont les chefs et toute l'infrastructure dont nous savons qu'elle est là, c'est Beyrouth, c'est Dajia. Alors il faut attaquer. Oui, il faut attaquer Adagir. Il faut attaquer Adagir. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut attaquer Adagir. Mais en attendant, Israël continue d'avancer dans le sud du Liban. Cela ne s'est pas arrêté. Il continue de contrôler les positions, les possessions qu'il a à Beaufort et dans d'autres endroits. Non, il ne faut se retirer d'aucun endroit. Attends, on nous a coupé le direct. Sérieusement? Oui. Voilà. Oui. Voilà. C'est fini pour nous. On continue sur Twitch. YouTube vient de couper le direct. Cette vidéo a été supprimée car elle enfreint... Voilà. C'est du n'importe quoi. Jamais vécu ça. Pourquoi ça arrive? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Voyons. Nous sommes encore en direct sur Twitch. Et il y a du monde sur Twitch? On dirait que non. Voyons, vérifiez et prenez des mesures. Au revoir. Contenu où des armes à feu apparaissent. Minute 4. Tu peux le faire ou faire appel si tu veux. Quelles armes à feu avons-nous montrées? Peut-être certaines de ces vidéos que tu mets dans l'intro. Non, nous n'avons rien montré aujourd'hui. On n'a rien montré sauf le lancement du missile. Nous allons faire appel. Mais attends, ça veut dire qu'on ne pourra même plus le mettre en différé, rien du tout? Rien. Non, ça ne sera plus publié et je ne pourrai sûrement plus faire des directs. C'est pour un jour, non? Un jour. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je vais voir. Voyons. Rien. Je ne peux pas faire de live sur YouTube? Quelle merde. Salut à ceux sur Twitch. Je n'ai pas de compte Twitch. Bienvenue sur Twitch. Là-bas, il n'y a pas de censure, non? Sur Twitch, non. Sur Twitch, il n'y a pas de censure. Je me crée un compte Twitch. Crée-toi un compte Twitch. Crée-toi un compte Twitch. Mais les gens qui sont sur Twitch, les gens qui enlèvent tout le programme en ce moment, là, Les gens qui sont sur Twitch. Eh, Ce n'est pas le même public que sur YouTube. Il est plus jeune, non? non, il y a des gens de tous horizons. Ce n'est pas un public différent. Pour moi, Twitch semble juste être une tendance. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses de gaming là-bas et tout ça. Mais bon, c'est le seul endroit. C'est C'est le seul endroit où il n'y a pas de problème. hmm. Sérieusement? C'est le seul endroit où on ne nous cause pas de problème. À 100%, en fait, il y a en ce moment 312 personnes. Bon, salut à tous ceux qui sont sur Twitch. Nous y sommes. Que Hachem vous bénisse. Bon, eh bien, on vient juste de nous couper le direct. Ariel est là. Il n'a même pas été nécessaire que tu fasses quoi que ce soit. On n'a rien dit et regarde. Non, mais en plus, on s'est super bien comporté. On n'a rien dit, rien de répréhensible. Il y a eu des émissions où on a vraiment fait bien pire. Je vais regarder maintenant sur le live Twitch à la 4e minute pour voir, bon sang, quelle arme il y a là-bas. Mon Dieu, bon, Et là, je vais. Je t'embrasse, mon frère. Et à là. à plus tard. À plus tard.
Famille, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ici sur Twitch. Nous allons remettre ce direct en ligne après avoir été censuré. Donc, nous allons le télécharger. Nous allons le mettre en ligne. Car nous ne laisserons personne nous faire taire. C'est ça. Salutations, stratégie militaire.